C'était un vendredi soir fin octobre. Mes parents ont traversé la ville pour un mariage et ne rentraient pas avant minuit. Ça ne me dérangeait pas d'être seul. Notre quartier était très sûr. J'étais dans ma chambre à regarder YouTube quand j'ai entendu du bruit dehors. Au début, j'ai essayé d'ignorer, mais la voix de la femme devenait plus forte et désespérée. Elle criait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. Ma chambre fait face à la maison des Peterson de l'autre côté de la rue. Le couple avait emménagé il y a environ 2 mois. Le type, Liam, était grand, la trentaine, et portait toujours des vêtements de sport. Sa femme, Pierre, était plus jeune de 10 ans et sympathique. Je l'avais vu être cordial avec les passants. La fenêtre de leur cuisine était juste en face de la mienne. Les lumières étaient allumées, je pouvais donc tout voir. Liam hurlait sur sa femme, lui pointant du doigt le visage. Pierre pleurait et reculait comme si elle avait peur de lui. J'aurais dû fermer mes stores et retourner au lit, mais j'étais figé. Liam a saisi Pierre par le cou et l'a giflé. Elle est tombée brutalement, heurtant le sol avec un bruit sourd que j'ai juré entendre à travers la vitre. Mais il n'avait pas terminé. Il a pris un des grands couteaux de cuisine sur le comptoir et s'est agenouillé près d'elle. Elle a levé les mains en hurlant. Il a abattu le couteau. 1 fois, 2 fois, encore. J'ai perdu le compte. Il s'est essuyé le visage qui s'est taché de sang. Le sang de sa femme, sans doute. Pendant quelques secondes, je suis resté pétrifié, incapable de bouger. Liam a soudain levé les yeux vers ma fenêtre. J'étais figé. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Lentement, Liam s'est approché de sa fenêtre, a tiré le rideau et s'est penché vers la vitre. Il me fixait comme s'il gravait mon visage dans sa mémoire. Je me suis baissé. Mes mains tremblaient si fort que j'arrivais à peine à sortir mon téléphone. Quand j'ai regardé à nouveau, la lumière de leur cuisine était éteinte. Toute la maison était dans le noir. J'ai appelé le 911. La standardiste a répondu et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle m'a dit de rester calme et m'a demandé mon adresse. À mi-chemin, j'ai entendu des pas sur le gravier venant du côté de ma maison où se trouvait la porte arrière. J'ai chuchoté, paniqué. Il est dehors chez moi. Elle m'a dit de rester en ligne, que les policiers arrivaient, mais les pas se rapprochaient. Soudain, la poignée de la porte arrière s'est mise à bouger. Je t'ai vu, gamin. Je sais que tu m'as vu aussi. J'étais figé sur le sol de la chambre, téléphone contre l'oreille. Le tueur était maintenant à ma porte. J'ai appelé la police. Ils arrivent. Il a ri. Haha, ils ne sont pas encore là pourtant. Il a commencé à donner des coups de pied à la porte et tout le cadre tremblait. Le bois commençait à se fendre. Ouvre la porte, Evan. Parlons-en. Je sais ce que j'ai vu. Les coups de pied ont cessé. Non. Ce que tu as vu était une blague. On filmait. L'air est bon. Ouvre et je t'emmènerai la voir. Tu mens. Ouvre la porte. Les coups de pied ont repris, plus fort. Il se jetait contre elle. Je me suis glissé dans mon placard et caché derrière mes manteaux d'hiver. Les coups de pied continuaient. Puis, le verre s'est brisé. Il avait cassé la fenêtre. J'entendais ses bottes lourdes sur le carrelage de la cuisine. Il est entré. Les pas avançaient lentement, vérifiant les pièces. J'ai mordu ma manche pour rester silencieux. Tout mon corps tremblait. Des larmes coulaient sur mon visage. Quand ses bottes se sont arrêtées devant le placard, j'ai entendu les voitures de police arriver. Il est resté là quelques secondes, hésitant entre me tuer ou s'enfuir. Dieu merci, il a choisi de s'enfuir. La porte arrière a claqué et j'ai su que Liam était parti. J'entendais les policiers crier et dire de suivre quelqu'un. Minutes plus tard, je suis sorti du placard et j'ai couru vers la porte. J'ai vu 2 policiers fouiller le salon. Je leur ai tout raconté. Les policiers m'ont montré la porte cassée, la vitre brisée avec du sang où il s'était coupé en entrant. Puis nous sommes allés chez lui. Il faisait sombre. Les policiers m'ont fait attendre pendant qu'ils entraient, lampe torche à la main. Un policier m'a dit de ne pas approcher, mais je voyais déjà par la fenêtre. Le corps de Pierre gisait immobile sur le sol de la cuisine. Ses yeux étaient ouverts, son sang était partout, sur les murs, formant des flaques sur le carrelage. Les policiers m'ont posé toutes les questions. À quoi ressemblait-il? Qu'est-ce qu'il portait? Je leur ai dit ce dont je me souvenais. Ils ont pris des photos, collecté des preuves, appelé des renforts. Un inspecteur m'a dit que le mari croyait que sa femme le trompait. D'autres voisins ont dit aux flics que Liam était paranoïaque depuis des semaines. Il l'entendait souvent se disputer avec sa femme. « Tu es notre seul témoin », m'a dit l'inspecteur.
Jusqu'à ce qu'on l'attrape, sois prudente. Ne va nulle part toute seule. Garde tes portes verrouillées. Mes parents sont rentrés vers 1 heure du matin avec des voitures de police partout et moi dans une ambulance. Ma mère a pleuré. Mon père n'arrêtait pas de demander si j'étais blessé. C'était il y a 3 semaines. Liam est toujours en fuite. La police le recherche partout. Il a disparu cette nuit-là et maintenant il sait à quoi je ressemble et où j'habite. On a changé les serrures. Papa a installé un système d'alarme. Je n'ai plus le droit d'être seul à la maison. Ma mère dort dans ma chambre car je me réveille chaque nuit, croyant entendre des pas, des tapotements. Parfois, quand je suis allongé dans mon lit, je l'entends. Toc, toc, toc. Juste le vent ou la maison qui craque. Mais mon cœur s'arrête à chaque fois. Les enquêteurs disent qu'ils font tout leur possible, que ce n'est qu'une question de temps. Mais le temps signifie qu'il est toujours dehors. Le temps signifie que chaque nuit, je me demande si ce sera le soir où il reviendra. Le temps signifie que je suis la seule à avoir vu ce qui s'est passé, la seule à pouvoir l'identifier. Et tant que je suis en vie, il n'est pas en sécurité, ce qui veut dire que je ne le suis pas non plus. Ma mère est infirmière, donc elle fait beaucoup de nuits et j'ai l'habitude d'être seul à la maison. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé. La maison semblait sûre. Nous habitions un bon quartier avec des serrures solides et des lampadaires qui fonctionnaient. Dernièrement, cependant, son petit ami, Steven, passait parfois la nuit chez nous. Il travaillait au même hôpital et maman disait que c'était bien d'avoir un autre adulte quand elle rentrait tard. Il semblait correct. Cette nuit-là devait être comme les autres. Je faisais mes devoirs vers 21h30 quand quelqu'un a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Steven debout dans sa tenue de travail, l'air fatigué. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne de sécurité. « Salut, Steven, maman est au travail. »« Je sais, » dit-il d'un ton désolé. « Désolé de te déranger. J'ai laissé mon sac à dos ici hier. Mes médicaments sont dedans et j'en ai vraiment besoin. » Il avait l'air pâle et je me rappelais avoir vu son sac sur la chaise du salon plus tôt. D'accord, attends. J'ai déverrouillé la chaîne et je l'ai laissé entrer. Il se dirigea droit vers le salon, marmonnant un merci. Quelque chose dans sa façon de bouger m'a mise mal à l'aise. Alors j'ai pris mon téléphone et appelé maman en allant vers la cuisine. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Salut ma chérie, tout va bien ?» Steven est là pour récupérer son sac. Il dit qu'il a besoin de ses médicaments. « Maya !» Maman semblait paniquée. « Enferme-toi dans ta chambre tout de suite. Nous avons rompu cet après-midi. Il est malade mental. Je lui ai dit de ne pas venir à la maison. » Mon sang s'est glacé. Je me suis retourné et Steven se tenait dans l'embrasure de la porte. Au lieu de son sac, il tenait le pistolet de maman. « Raccroche, Maya !» siffla-t-il, agitant l'arme dans sa main. « Maya, que se passe-t-il ?» Maman hurlait au téléphone. J'ai mis fin à l'appel d'une main tremblante. Steven s'est approché et je me suis adossé contre le comptoir. « Tu sais ce que ta mère m'a dit aujourd'hui ? Elle dit que je suis malade et que j'ai besoin d'aide. Alors je vais lui montrer à quel point je suis malade. » Son sourire était hideux. « Steve, mets-toi à genoux, dit-il. »« Quoi ?» Je ne le répéterai pas. À genoux, j'ai obéi. Il a pressé le canon contre mon front, me faisant frissonner. Je voyais son doigt sur la gâchette. « Pitié, ne me tue pas. » J'ai sangloté, fermant les yeux fort. « Tu sais, Maya, » murmura-t-il, s'accroupissant à mon niveau. « Je crois que je te préfère à ta mère coincée. Dommage que je doive te tuer maintenant. » Mon cerveau s'emballa. Si je n'agissais pas tout de suite, il me tuerait. J'ai cherché dans ma tête tout ce qui m'avait aidé à fuir. Puis, ça m'a frappé. J'ai hoché la tête vite, laissant couler de vraies larmes. « Tu as raison, » j'ai articulé. « Ma mère, elle est horrible. Elle ne voit pas comme tu es bien. » L'expression de Steven changea. « Quoi ? Elle ne t'a jamais apprécié. Elle travaille toujours et me laisse seule. Elle est égoïste. Elle ne s'occuperait pas de moi comme toi. » Ma voix se brisa, mais j'ai continué. « Je la déteste, Steven. » Sa prise sur l'arme se relâcha un peu. Il écoutait. « Je déteste vivre comme ça. » Je levai les yeux vers lui, me forçant à croiser son regard. « Toi, tu es le seul qui ait vraiment été là pour moi. » Ses épaules se détendirent légèrement. « Tu le penses vraiment ? » « Bien sûr. » J'ai tendu la main lentement, la posant sur son bras. « Je ne voudrais pas. Je veux être avec toi. »« S'il te plaît. » Steven baissa l'arme. Ses yeux étaient encore injectés de sang, mais désormais plus doux.
Il prit mon visage d'une main, l'autre tenant toujours l'arme à son côté. « Je le savais, murmura-t-il. Je savais que tu étais différente. » Il m'attira contre lui et je sentis le métal froid de l'arme contre mes côtes. Chaque muscle de mon corps me criait de fuir, mais je l'ai serré en retour. « On pourrait partir ce soir, tout recommencer, » dit-il dans mes cheveux. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il l'entendait. « D'accord, mais je dois prendre quelques affaires d'abord. Papier, vêtements, mon chargeur. Des trucs nécessaires. » Steven recula, étudiant mon visage. Pendant un instant terrible, j'ai cru qu'il avait tout compris. Puis, il sourit. « D'accord, mais je viens avec toi, bien sûr. » J'ai forcé un sourire. Nous avons marché ensemble dans le couloir. Steven gardait le pistolet à la main. Son autre main agrippait mon épaule. Dans ma chambre, j'ai ouvert des tiroirs de mains tremblantes, pris mes affaires et les ai fourrées dans mon sac. Steven se tenait dans l'embrasure, observant chacun de mes mouvements. « Ne prends pas trop de temps, » dit-il. J'ai hoché la tête. Ma vision commençait à se brouiller. La pièce semblait tourner autour de moi. Je sentais la sueur couler dans mon dos. Puis, j'ai aperçu la porte de ma salle de bain. J'ai besoin d'aller aux toilettes avant qu'on parte. C'est un long trajet, non? Les yeux de Steven se plissèrent. Fais vite. J'ai marché vers la salle de bain, jambes tremblantes. Ma main a trouvé la poignée de porte. Laisse la porte ouverte, dit-il. Je me suis figé. Steven, s'il te plaît. Je suis juste, j'ai honte. Il m'a fixé longuement, puis a soupiré. Tu as 2 minutes. Je suis entré et j'ai doucement fermé la porte. Le verrou a cliqué si discrètement que je l'entendais à peine moi-même. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé maman. « Maman », ai-je chuchoté, accroupie dans la baignoire. « Il a ton arme, il veut m'emmener. »« Il est dans ma chambre en ce moment. J'ai déjà appelé la police. »« Tiens bon, on arrive, » dit-elle, la voix serrée par la panique. « Maya, tu as fini là-dedans ?» Il était juste devant la porte. Je n'ai pas répondu. « Maya !» La poignée de porte s'agita violemment. « Ouvre cette porte !» Je me suis plaqué contre le mur, téléphone toujours à l'oreille. J'ai entendu des sirènes au loin. Elles étaient faibles, mais de plus en plus fortes à chaque seconde. Steven les entendit aussi. « Tu as appelé les flics ?» Il hurla. « Ouvre la porte, menteuse ! Je vais te tuer !» Il donnait des coups de pied dans la porte. Je voyais le bois se fissurer près de la serrure. Il a failli défoncer la porte, mais les policiers sont arrivés à temps. Les coups cessèrent. Les pas de Steven s'éloignèrent. Il y eut plus de cris. J'entendais des meubles tomber avant que le silence ne s'installe. « Maya ?» chuchota maman. « C'est fini, ma chérie. Tu peux ouvrir la porte. » Je l'ai déverrouillée et je suis tombé dans ses bras. Elle pleurait, me serrant si fort que je pouvais à peine respirer. La police avait attrapé Steven qui tentait de s'enfuir par l'arrière. Il était au sol, menotté et hurlait. Quand il m'a vu, son visage s'est tordu de rage. « Je te retrouverai, Maya! Quand je sortirai, je viendrai pour vous deux !» Ils l'ont emmené, l'accusant d'effraction, possession illégale d'armes, tentative d'enlèvement et menace terroriste. On a déménagé dans une autre ville cet été-là. Maman a trouvé une nouvelle maison et j'ai changé d'école. On a donné notre adresse à personne. Ma mère a obtenu un permis de port d'armes cachées. On a un système d'alarme qui réveillerait un mort. Mais même aujourd'hui, avec lui enfermé, je ne me sens pas en sécurité car un jour, dans 5 ou 10 ans, il sortira et viendra nous chercher. Ce samedi soir, mes parents étaient partis voir ma grand-mère, donc j'avais toute la maison pour moi. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour enfin regarder The Conjuring sans que maman s'inquiète de l'impact psychologique sur un ado de 15 ans. J'ai préparé un énorme bol de popcorn, me suis affalé sur le canapé et après environ 30 minutes, quelqu'un a frappé à la porte. Quand j'ai regardé par le Judas, une fille se tenait sur mon porche avec une écharpe verte de Girl Scout et des couettes. Elle avait ce sourire beaucoup trop large pour son visage. Les Girl Scouts vendaient des biscuits tout le temps. Ça n'avait rien de spécial, mais quelque chose clochait. Les Girl Scouts ont généralement 10 ans, mais cette fille semblait en avoir au moins 20. Elle était maquillée, mascara et rouge à lèvres, mais habillée comme une enfant. J'ai presque décidé de ne pas ouvrir.
Mon instinct me disait de ne pas le faire, mais j'ai pensé que j'étais juste paranoïaque à cause des films d'horreur. Et puis, elle vendait juste des biscuits. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? J'ai ouvert la porte. Salut. On récolte des fonds pour les soldats. Tu veux acheter des biscuits? De près, elle semblait encore plus bizarre. Son maquillage était épais, masquant ce qui ressemblait à des cicatrices d'acné. Ses couettes étaient mal faites, comme attachées à la hâte, et ses yeux ne reflétaient pas son sourire. Bien sûr, ai-je dit. Combien? 5 $ la boîte. Elle a montré des Thin Mint et son sourire s'est élargi. T'es mignon, tu le sais. Mon cœur s'est emballé. Merci, ai-je dit en prenant mon portefeuille. Je vais prendre une boîte. Elle s'est penchée et j'ai senti son parfum. Il était lourd et sucré, du genre qui reste coincé dans la gorge. Tu sais, j'ai d'autres variétés dans ma camionnette si tu veux choisir. Tout en moi me disait de refuser et fermer la porte. Mais j'avais 15 ans, j'étais bête, et flatté qu'une fille plus âgée s'intéresse à moi. Ouais, je veux bien voir ça. Elle a ri, s'est retournée, et a marché vers une camionnette blanche qui tournait au ralenti. En approchant, j'ai remarqué qu'au lieu de fenêtres, le van avait des panneaux blancs pleins à l'arrière. « Ils sont juste là », dit la fille en tendant la main vers la porte latérale. Elle fit glisser la porte. Avant même de comprendre ce que je voyais, des mains ont surgi de l'obscurité et m'ont attrapé. L'une m'a tiré le bras, une autre a saisi ma chemise, et d'un coup, j'étais tiré à l'intérieur. J'ai tenté de crier, mais une main s'est plaquée sur ma bouche. Mes pieds touchaient à peine le sol avant qu'ils ne me poussent complètement dedans. Les portes claquèrent et la camionnette démarra brusquement. À l'intérieur, l'un d'eux m'a immobilisé pendant que l'autre fouillait mes poches. Ils ont pris mon téléphone d'abord, puis mon portefeuille. Je portais mes nouvelles Jordan que mon père venait de m'acheter. L'un d'eux me les a arrachées aussi, en riant. « Waouh, le dernier modèle !» a-t-il sifflé. « S'il vous plaît !» ai-je sangloté, détestant ma voix terrifiée. « S'il vous plaît, laissez-moi partir, je ne dirai rien à personne. » La fille était assise sur le siège passager. Elle sourit en retirant ses couettes, et sans elle, elle paraissait au moins 10 ans plus âgée, plus dure et plus méchante. « Stupides ados en chaleur », dit-elle en allumant une cigarette. Elle tira une bouffée, puis se retourna et pressa le bout incandescent contre mon bras. J'ai hurlé. C'est là que les types ont commencé à me frapper au ventre, au visage et aux côtes. Ils ne cherchaient pas à m'assommer, juste à me faire souffrir. Je me suis recroquevillé pour me protéger, mais l'espace était trop étroit. À chaque mouvement, un nouveau coup m'atteignait. J'ai goûté le sang. Mon nez saignait, goûtant sur le plancher du fourgon. Un coup m'a atteint à l'œil et j'ai vu des étoiles. Un autre a frappé mes côtes et j'ai entendu un craquement. La douleur était si intense que je ne pouvais plus respirer. Il riait, se moquant de mes pleurs et de ma faiblesse. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Tout se fondait en douleur et odeur de cigarettes et de bière. Après quelques heures, le fourgon s'est arrêté. L'un d'eux a ouvert la porte et ils m'ont jeté dans la rue. Je suis tombé durement, m'écorchant les mains et les genoux sur le pavé. « Reste à terre », dit l'un d'eux. « Ne lève pas les yeux, et si tu vas voir les flics, on sait où tu habites. » La camionnette a démarré en trombe pendant que j'étais allongé là. Tout mon corps me faisait mal, mon visage était gonflé et le sang gouttait de mon nez sur le trottoir. Quand je me suis enfin redressé, je n'avais aucune idée d'où j'étais. C'était un quartier que je n'avais jamais vu. Une femme est sortie d'une des maisons avec son téléphone. « Oh mon Dieu, ça va? J'appelle les secours !» J'ai voulu dire que ça allait, mais quand j'ai ouvert la bouche, du sang a coulé. Mes côtes me faisaient si mal que je pouvais à peine respirer. Elle m'a fait asseoir sur son perron pendant qu'on attendait. Un ambulancier a dit que je devais aller à l'hôpital. Ils ont appelé mes parents. Ma mère a pleuré en voyant mon visage. Mon père avait l'air de vouloir tuer quelqu'un. Les flics ont pris ma déposition, mais je n'ai pu dire que la camionnette était blanche. Je n'ai pas vu la plaque et ils étaient au moins 2 avec la fausse éclaireuse. J'ai passé 2 jours à l'hôpital. J'avais 3 côtes fêlées, une commotion cérébrale et le nez cassé. Les bleus ont mis des semaines à guérir, mais le physique n'était pas le pire. Le pire,
c'était de vivre après. Chaque fois que quelqu'un frappe à la porte, je me fige. Chaque camionnette blanche que je vois fait s'emballer mon cœur. Je fais des cauchemars où je suis dans cette camionnette, avec ses poings et le noir. Ma thérapeute dit que c'est un SSPT. Elle m'apprend à me sentir en sécurité, mais certaines nuits, je me réveille en sueur, croyant sentir la fumée et la bière. Les flics ne les ont jamais attrapés. À ma connaissance, ils sont toujours dehors, frappant aux portes, cherchant des ados stupides et excités qui suivraient un inconnu jusqu'à leur camionnette.